à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube Pop Culture Land pour le petit débrief, la petite critique de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Alors le film est sorti mercredi dernier et j'ai été le voir bien évidemment sans plus attendre. Je vous avouerai que honnêtement j'en attendais pas grand chose. Du moins, je pensais que j'allais me retrouver face à un film de l'importance de Ant-Man. Et au final, j'ai été très, très, très surpris. On rappelle juste que pour l'instant, et à cause de la pandémie, en fait, en grande partie, hein, mine de rien, la phase 4 de Marvel n'est lancée que cette année. Alors, encore une fois, comme je l'ai dit pour Black Widow est un film à part et qui, très clairement, aurait dû sortir presque 5 ans, 6 ans, 7 ans plus tôt. Et le film s'est d'ailleurs relativement ramassé au box-office, mais je pense que c'est aussi dû au mode de sortie simultané sur Disney+, aux États-Unis, etc., etc. Quoi qu'il arrive, le film n'était clairement pas calibré pour lancer la phase 4 et c'était vraiment un hommage au personnage pour vraiment passer à autre chose et puis installer Yelena Belova qui est amenée à devenir la prochaine Black Widow. Finalement, la phase 4, pour l'instant, elle a été jusqu'à présent beaucoup plus lancée par les séries. On a eu WandaVision qui a été une vraie surprise parce que je pense que personne n'attendait Marvel Studios à ce niveau-là de qualité en matière de séries. Et pour un coup d'essai, c'était à mon sens un coup de maître. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, j'ai fait des reviews de chaque épisode. Ensuite, on a eu Falcon et The Winter Soldier, pardon, qui a confirmé. Alors, après, on aime ou on n'aime pas le changement de style, quand même assez différent. Évidemment, c'est beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus espionnage, thriller, action. Mais ça a confirmé quand même la maîtrise de Marvel Studios concernant aussi les séries. Là encore, même recette que pour WandaVision, on prépare beaucoup de choses. WandaVision prépare quand même très clairement Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Peut-être un peu moins Spider-Man. On verra pourquoi. Là encore, Falcon et le soldat de l'hiver Falcon and the Winter Soldier a préparé, bah, alors déjà Captain America 4, j'avoue que franchement, je l'ai pas vu venir, celle-là, juste à la fin de la série, en fait, le jour de la diffusion du dernier épisode où le showrunner a envoyé cette annonce, et j'ai été hyper surpris comme tout le monde. Et enfin, un Captain America Black, putain, ça fait du bien ça. Ça fait du bien parce que pour l'ouverture à tout un tas de publics, aux minorités aussi évidemment, pour le symbole que ça représente, purée, quand on voit en plus ce qui se passe avec Isaiah Bradley qui a été en fait complètement rendu à l'esclavage finalement par l'armée américaine. Donc le fait qu'il y ait un Captain America Black, ça gère vraiment un max et clairement, il y a quelque chose qui est en train de se construire avec la présence de la Nick Fury au féminin, dont le nom ne me revient pas tout de suite. Valentina Desfontaines, je crois, quelque chose comme ça. Qu'on voit aussi d'ailleurs dans Black Widow, qui visiblement monte une équipe. Alors, j'entends dire que ça serait une équipe type New Avengers. Alors non, non, je vous arrête tout de suite. Quand on engage Yelena Belova, quand on engage l'US Agent avec le problème de gestion de la violence, c'est pas des Avengers qu'on est en train de recréer, c'est des Thunderbolts. Et c'est pas pour rien que le général Ross est probablement attendu aussi. On en saura peut-être plus dans la série She-Hulk. Mais clairement, on va vers une création des Thunderbolts. Et donc, on arrive à la troisième série qui est Loki, qui donne le coup d'envoi très clair, très net du multivers avec l'arrivée de Kang. On le voit d'abord sous la forme d'Immortus. Donc c'est celui, voilà,
He Who Remains, comme le dit la série, c'est celui qu'on voit, qui est interprété par Jonathan Meyers, donc celui qui vit dans le palais aux confins du temps. Et on voit ce qui se passe quand Sylvie tue Immortus. Et que, simultanément, toute la ligne temporelle se pète, ça part en sucette totale. Et certains ont même vu que les timecodes de cet épisode, que le timecode de cet épisode était synchronisé avec le timecode de l'épisode final de WandaVision. Au moment où en fait la timeline pète, on voit que c'est le moment où Wanda, elle aussi, pète un câble, etc., etc. Et clairement, c'était assez surprenant que ce soit les séries qui finalement lancent la phase 4. Et on attendait finalement que ce soit le film qui arrivera au mois de novembre sur les Éternels qui la lance pour la version cinéma. Et ben, pas de bol les gars, pas de bol. Pour ceux qui ne croyaient pas en Shang-Chi, eh ben les gars, je peux vous le dire, c'est une foutue réussite. Alors, c'est quand même surprenant de voir à quel point Disney arrive à faire tout et son contraire en peu de temps. Euh, Mulan, en live action, était censé être un film hommage aux traditions séculaires, mythologiques de la Chine. Un hommage qui a été foiré, qui a été non seulement foiré sur tous les plans, mais qui a été suivi d'une grosse polémique par rapport aux Ouïghours et à la connivence des équipes de Disney sur place avec le gouvernement chinois qui massacre les Ouïghours. Très clairement, le fait d'avoir utilisé des plateaux de tournage en plein air à quelques kilomètres d'un camp de concentration de Ouïghours. Enfin bref, c'était vraiment un très 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 mauvais projet que ce Mulan en live action. Et finalement, Shang-Chi qui était tout sauf pensé pour être un projet allant dans ce sens. Shang-Chi, en fait, respecte totalement la culture chinoise et la convoque sous beaucoup de formes. Il y a des passages qui vont... Alors, je ne spoilerai pas du tout, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a des passages qui m'ont quand même clairement fait penser à Dragon Ball, mais un Dragon Ball réussi. C'est ouf quand même de penser ça en live action. Il y a énormément aussi dans la... Alors, je pense que le fait que le scénariste, qui est donc Dave Callaham, soit quelqu'un qui est extrêmement respectueux de la culture chinoise. Il l'a démontré en interview, il l'a démontré sur ses entrevues écrites aussi, et ça se sent dans le film. Il y a un respect des traditions, il y a un respect de l'ambiance. Euh, Tout est vraiment fait pour qu'on se sente immergé en fait dans la culture chinoise, alors à la fois la culture actuelle, c'est-à-dire que Shang-Chi, en fait, quand le film démarre, eh ben, on se rend compte qu'il s'appelle Sean, qu'il est voiturier aux États-Unis et qu'il est ami avec Cathy, enfin ami plus ou moins amoureux, etc., qui est aussi voiturière dans le même grand palace que Shang-Chi. Et, euh, et on voit en fait leur quotidien, c'est-à-dire qu'on voit le côté américanisation forcée pour ne pas être rejetés par rapport à leur travail, etc., etc. Et quand on les voit rentrer chez eux, dans leur famille, et où ils commencent en fait à parler chinois, à respecter la culture, les traditions. Cathy, ses parents lui disent mais alors quand est-ce que tu vas te marier, etc., etc. Donc on sent que il y a déjà cette première dichotomie là, et ensuite quand le métrage avance et qu'on se retrouve en Chine et qu'on se retrouve confronté en fait à cette ambiance à la fois mélange entre les traditions humaines et le côté très proche de la nature, proche de leur dieu, proche des éléments aussi, les éléments très 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 importants, la nature très importante dans le film.
Tout ça, c'est vraiment, alors pour connaître bien la culture chinoise, parce que j'y ai habité pendant quelques temps, je peux vous dire que honnêtement, c'était vraiment très très fidèle, autant que peut l'être un film de fiction. Ça, c'est la première bonne chose aussi, il faut le dire, 75% du casting est asiatique. On a, alors franchement, autant vous le dire, le film s'appelle Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Honnêtement, il pourrait s'appeler tout aussi bien, je cherche le nom, de l'autre protagoniste, mais par exemple Xialing et la légende et Shang-Chi et etc. etc. En fait, le film est très 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 paritaire et je pense que je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais je pense que le temps de présence à l'écran et l'importance des personnages féminins est quasiment supérieur à celui des personnages masculins qui, en dehors du héros, sont traités de façon très humaine. Pour une fois, c'est pas des gens, c'est pas, tout passe pas par l'homme en fait dans ce film-là. Je dirais même qu'il y a beaucoup de choses qui malheureusement n'y passent pas. On se fait bien remettre à notre place et c'est tant mieux. À titre personnel, je trouve que Ben Kingsley, puisque ça a fuité, c'est pas un spoil, ça a été dit très clairement, Ben Kingsley revient dans le rôle de Trevor Slattery, qui était donc dans Iron Man 3 le faux mandarin. Hein. Ben Kingsley cabotine, c'est pas son meilleur rôle et très clairement on est loin du biopic sur Gandhi des années 90, mais il fait le taf. On retrouve Michelle Yeoh qui joue la tante de Shang-Chi. Et je peux vous dire un truc, c'est que elle est d'une perfection. Mais alors, ouf, ouf, honnêtement, il n'y a rien à dire. Elle joue, elle est le rôle. Elle se bat, elle est le rôle. Et les scènes d'action, ah là là, les scènes d'action. Je vous jure, j'ai jamais rien vu de meilleur chez Marvel. Ça se sent que les équipes les scènes d'action en fait sont pas les équipes traditionnelles de Marvel. Cette fois-ci, ça a été vraiment réalisé par des spécialistes des arts martiaux et c'est normal puisque l'acteur qui joue Shang-Chi, qui s'appelle Simu Liu, est un chorégraphe de cascade, un spécialiste des arts martiaux chinois. Euh, et c'est les meilleures scènes de combat que j'ai pu voir au cinéma depuis pas loin de 20 ans. Je le dis, ce gars-là, Simu Liu, est l'héritier logique de Jackie Chan. Et je pense, il l'a dit d'ailleurs, j'ai vu ça dans une interview très récemment, je pense sincèrement qu'il s'est cassé pratiquement tous les os du corps dans ce film. Michelle Yeoh, il y a une très 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 belle scène de combat avec elle, enfin il n'y a pas qu'une, mais il y en a une qui m'a marqué en particulier où très clairement on sent l'hommage à Tigre et Dragon. Elle a un style de combat qui est absolument génial et on sent l'utilisation subtile, mais à la hongkongaise en fait, des câbles. Vraiment comme dans Tigre et Dragon. Euh, dans le même ordre d'idée, on a Tony Leung. Tony Leung, la légende, le mythe, l'homme, l'acteur, qui est le rôle qui est pour l'acteur, enfin tout, qui joue le père de Shang-Chi, qui est là encore, lui aussi, parfait. Il fait ce qu'il faut, quand il faut, comme il faut, ni plus, ni moins. Il envoie, et alors en plus, quand vous avez une qualité de casting comme ça, parce que il faut rappeler aussi que on a dans le différents rôles, là encore je peux pas spoiler, mais on va retrouver alors bizarrement un Florian Munteanu qui jouait le fils de Drago dans Creed 2, que j'ai trouvé très bon. Alors honnêtement, bon, il a pas 100 000 lignes de dialogue et c'est pas plus mal, parce que c'est pas Shakespeare non plus, hein, le gars. Mais ce qu'il fait, il le fait extrêmement bien. Il faut noter aussi la présence
de Benedict Wong, qui reprend son rôle de Wong. Je dis ça, je dis rien. Je vous ferai une vidéo, donc normalement la semaine prochaine, sur le theory crafting et le pourquoi du comment, vous comprendrez pourquoi il est là. Euh, il faut aussi, alors je vais rajouter quand même, évidemment, Falachen dans le rôle de Jiang Li. Je vais rajouter Awkwafina. Et franchement, c'est une des révélations de ces 2-3 dernières années. Elle était déjà dans la suite du film dont j'ai perdu le nom avec Dwayne Johnson, qui était la suite de Jumanji. C'est Jumanji Next Level. Elle était très bien dedans. Elle faisait une apparition. Elle jouait en gros une vingtaine de minutes. Là, pour le coup, elle a le rôle principal féminin. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. C'est un rôle qui, normalement, dans un autre film et joué par quelqu'un d'autre, serait le comic relief. Et juste le comic relief. Là, c'est pas que du comic relief, c'est effectivement d'elle que viennent beaucoup de bonne humeur, beaucoup de vannes. Déjà des vannes, il y en a beaucoup moins que dans les autres films de Marvel Studios. Mais là, tout vient d'elle. Elle a ce sens inné du rythme, de la subtilité dans l'humour. Elle tombe jamais à côté, elle tombe toujours pile dedans, dans ce qu'il faut. Mais surtout, elle donne du corps à son personnage et elle va bien au-delà de l'humour. En fait, elle bouffe l'écran, hein, réellement, carrément. Et quand on a donc Tony Leung, Michelle Yeoh, Awkwafina, et puis donc Falachen et Simu Liu ensemble, là, vraiment c'est un casting de ouf. Un casting de folie. Et justement, on va parler un petit peu du personnage principal, du héros Shang-Chi, qui est donc joué par Simu Liu. Alors, je vous le dis, ce gars-là, en fait, euh, c'est c'est la révélation du film. Réellement, il est en fait surtout connu pour son travail de cascadeur, en fait, et de chorégraphe des combats. Il a participé, en fait, au cinéma. Vous voyez, Shang-Chi, c'est son deuxième film. Je revérifie en même temps sur Wikipédia pour pas vous dire de bêtises, mais il avait juste fait un peu de figuration dans Pacific Rim en 2013. Sinon, c'est son premier film, et hop, bim, premier film, rôle principal, et il défonce. À la télé, on l'a vu dans Nikita, pour lequel aussi il a fait, pour laquelle, puisque c'est une série, il a fait la chorégraphie des combats. On a pu le voir dans Beauty and the Beast, dans Heroes Reborn, où il joue un cascadeur, puisque c'est ce qu'il est. Il a joué dans Taken, la série, qui est nullissime. On l'a revu dans Orphan Black, dans Slasher, dans Bad Blood, dans The Expanse, dans Bienvenue chez les Wang. Enfin, rien de très 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 énorme, hein, bien sûr. Là, je vous le dis, le gars se pose en héritier de Jackie Chan. Il joue aussi bien, si ce n'est mieux, que le maître. Il fait toutes ses cascades lui-même et ça se sent. Ça se sent. Là encore, je vais rien spoiler et franchement, j'ai envie de vous dire mais tellement de trucs. Rappelez-vous d'un terme que je vais vous donner, échafaudage. C'est tout. Ceux qui ont vu le film comprendront. Ceux qui vont le voir, vous allez kiffer. Mais surtout, et c'est ça qui est génial, c'est que là encore, lui aussi donne une épaisseur vraiment bienvenue à son personnage. C'est quelqu'un qui vraiment... D'ailleurs, alors, ce qui est marrant, c'est que il y a une référence à la prononciation du nom, et ça revient très régulièrement dans le film, où à partir du moment où en fait Cathy ne connaît pas la véritable identité de Sean, puisqu'elle ne l'a connu qu'au collège, et donc elle ne sait pas qu'il s'appelle Shang-Chi. Et à plusieurs reprises, quand il fait face à des personnages américains qui essaient de prononcer son nom, il leur dit non, 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 je m'appelle pas
Chang, je m'appelle pas Shan, je m'appelle pas Chan, je m'appelle Shang-Chi. Et c'est important parce que même nous, en tant qu'occidentaux, on aurait tendance à dire, bon, bah là, le gars, c'est Chang-Chi ou Chang-La. Non, non, et c'est vraiment répété plusieurs fois par le scénario, c'est bien Shang-Chi. Voilà. Et c'est ce qui le caractérise en fait assez bizarrement, puisque pendant tout le film c'est vraiment une quête de l'identité, c'est la quête de sa place enfin, dans l'héritage familial. Il y a vraiment cette thématique-là de la famille, il y a la thématique de l'amour, de la mort. Eros et Thanatos qui sont extrêmement liés. Il y a, et notamment dans la relation au père en fait de Shang-Chi, qui est constamment là-dessus sur la corde raide entre amour, haine, absence et surprésence, etc., etc. Et c'est ce qui centralise le film. Tout tourne autour de ces scènes-là qui sont pas des scènes habituelles chez Marvel. C'est des scènes qu'on n'a pas vraiment vues avant Endgame, et elles venaient encore de Tony Stark et de sa fille, et c'était quand même sporadique. Et puis on a eu quelques-unes avec Cap évidemment. Mais là c'est fondamental. C'est la colonne vertébrale du film, c'est l'évolution des personnages. C'est qu'est-ce qui leur arrive et pourquoi ça leur arrive à eux, et pourquoi ce déferlement de catastrophes et de cataclysmes, et surtout comment est-ce qu'ils se placent là-dedans, tous autant qu'ils sont, quel est leur rôle, qu'est-ce qu'ils visent, qu'est-ce qu'ils ambitionnent. Et bizarrement, il y a une chanson dans le film qui résume tout ça très bien, c'est Hotel California. Mais là encore, je peux pas vous en dire plus. On en reparlera la semaine prochaine dans la vidéo Theory Crafting ou sur les spoilers. Mais vraiment, ça symbolise bien l'évolution des personnages. Je dirais que aussi le crédit de tout ça, de cette réussite, elle est à mettre au crédit de deux personnes, donc Dave Callaham qui est le scénariste principal, et qui a su en fait très finement architecturer tout le film autour des personnages. Mais vraiment autour. C'est pas un film où les personnages sont là pour remplir un objectif, une mission. C'est finalement la mission qui est là pour faire avancer les personnages. Ça, c'est topissime. Et disons que la façon dont les personnages évoluent impacte leur entourage, les impacte eux évidemment, mais en fait dans les derniers, vraiment au bout du chemin, ça n'impacte pas que eux. Et eux deux, simples soient-ils, Cathy donc et Shang-Chi, quand ils se rendent compte de ce qu'ils viennent de faire, ils comprennent un tout petit peu, mais juste un tout petit peu, que leur vie ne sera plus jamais comme avant, et que eux-mêmes ne seront plus jamais comme avant, et qu'il va falloir qu'ils visent encore plus haut, qu'ils aillent encore plus loin. Ils ont mis clairement les pieds dans quelque chose d'énormissime qui va pas s'arrêter là, maintenant, tout de suite. Et donc pour en revenir à Destin, Daniel Cretton, alors je sais pas du tout si je prononce bien avec l'accent anglais que j'ai, qui est totalement pourri, qui est l'architecte, l'artisan en fait de cette réussite. Alors en fait je vais le comparer, et je pense que quand vous verrez le film vous comprendrez pourquoi. Je vais le comparer très clairement à Ryan Coogler, parce que il a eu la même, je pense, approche très indépendante de ce film que Ryan Coogler l'a eu pour Black Panther. Et finalement, les défauts que je retrouve dans Shang-Chi,
sont à peu près les mêmes que dans Black Panther, c'est-à-dire, enfin, dans une certaine mesure. Par exemple, on sent bien que dans les scènes d'action, les scènes à effets spéciaux, le réalisateur a beaucoup plus été perfectionniste en fait sur les personnages, sur les acteurs, les actrices, que sur la qualité des rendus des effets spéciaux. C'est un petit peu comme du coup le Black Panther qui avait été qualifié à l'époque et à juste titre pour au moins toute la séquence de la bataille sur la plaine du Wakanda, qui avait été qualifié de bouillie numérique. C'est pas Shang-Chi qui va aller contre ça non plus, hein. C'est-à-dire que très clairement, ça claque, hein. C'est très joli, mais dans les plus grosses séquences, il y a des artefacts, il y a des problèmes de compression de texture. Alors je sais pas si c'est le fait d'être moi-même développeur et puis de toucher aussi un peu maintenant à la 3D. Je sais pas si c'est le fait de voir ça qui me fait remarquer ce genre de choses, mais je dirais, et encore plus quand on voit des films comme celui qui va arriver dans une semaine, ouais, dans une semaine maintenant, c'est-à-dire Dune de Denis Villeneuve, qui est avec un budget moindre que Shang-Chi et qui a des effets spéciaux qui sont tellement mieux finis. Mais c'est la recette Marvel Studios aussi, hein. C'est-à-dire que à partir du moment où le film est fini de tourner, on fait pas plus de 9 mois de post-prod. Jamais, enfin, on fait moins, même parfois, on fait jamais plus. C'est leur façon de rationaliser les tournages et les productions. C'est comme ça, voilà. Il se trouve que là, honnêtement, même, je dirais quand même que c'est assez bien géré. Quand même, globalement, il n'y a rien qui m'a sorti vraiment du film à ce niveau-là. Euh, Aussi, un autre défaut que je peux trouver en commun entre Black Panther et, euh, et donc Shang-Chi, c'est que au final, les, euh, les personnages ont du mal pour l'instant à s'inscrire dans le cadre. Enfin, pour l'instant, honnêtement, Shang-Chi, et en même temps c'est le premier, c'est normal, a du mal à s'inscrire réellement dans un cadre très clair par rapport au reste du MCU. Et je sais que pour Black Panther, j'ai vu cette même impression. Et forcément, l'impression s'était dissipée avec l'arrivée de Avengers, Infinity War, Endgame, etc., etc. Mais là, c'est pareil. Après, c'est une origin story. Donc, forcément que il y a un petit truc qui m'a un petit peu chagriné, par exemple, c'est qu'avant, à la fin des films Marvel, on avait toujours euh, Shang-Chi, par exemple, reviendra. Là, on l'a pas. Ou alors, c'est moi qui l'ai loupé. Et pourtant, je suis resté jusqu'à la fin. Surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que il y a deux scènes post-génériques. Une qui est en fait mid-générique et une autre qui est vraiment post-générique. Qui sont vraiment importantes. Et donc voilà, et bon, il y a ces petites choses-là. Après, il y a le côté aussi peut-être un peu rationalisé. C'est-à-dire que par exemple, on sait, maintenant les ellipses, elles sont faites sur le même modèle que dans Infinity War et Endgame. C'est-à-dire que on cut et il y a une typo. Alors je sais pas laquelle c'est, je sais pas le nom de cette typo, mais c'est la même que dans Endgame, que maintenant dans les séries, qui indique en gros de nos jours, à tel endroit, point. Et contentez-vous de ça. C'est quand même le système d'ellipse le plus basique. Mais pour le reste, Destin de Daniel Cretton a fait du putain de travail. Mais du travail de ouf. Il arrive à faire quand même, il arrive à injecter un côté film d'auteur et cinéma indé dans une machinerie à quasiment 200 millions de dollars. Et je me rappelle d'une critique qui était faite au MCU pendant la première phase et la deuxième phase, où on disait que Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, ne recrutait que des faiseurs, pas des artistes de réalisation.
pas des gens qui ont une patte, qui ont cette touche significative, cette signature. Et ben là, je dois dire que entre Jon Favreau, parce que quand même Jon Favreau, qu'on le veuille ou pas, c'est pas un faiseur, c'est un gars qui a une vraie signature, c'est quand même le gars qui a tout lancé, qui a imposé Iron Man, qui a géré plus ou moins en coulisses le premier Avengers. Il y a eu aussi, même si le film n'est pas forcément le plus sympathique du MCU, mais il y a eu aussi Louis Leterrier qui a réalisé le très bon Incroyable Hulk. On a Ryan Coogler qui est un surdoué, qui est la coqueluche du cinéma indépendant et qui du coup chapeaute maintenant la destinée de Black Panther dans le MCU. On aura l'occasion aussi d'en reparler. Maintenant on a Destin Daniel Cretton qui est dans la même veine. On va avoir Chloé Zhao qui est, pardon, excusez du peu, mais qui est détentrice d'un Oscar à la réalisation, qui va arriver donc avec Les Éternels. Je veux dire, pardon, mais on peut pas appeler ces gens-là des faiseurs, c'est pas possible. Je veux dire, c'est impossible. On voit Shang-Chi, on sait que c'est pas un film qui a été fait par un amateur, par quelqu'un qui a pas d'âme. C'est pas vrai. Le réalisateur, il a mis sa patte dessus, ça c'est clair, net et précis. Et avant, il avait réalisé States of Grace, il avait réalisé Le Château de Verre, qui était exceptionnel. Film génial, si vous l'avez pas vu, il faut le voir. Il est 2017, il est topissime. 2019, c'est La Voie de la Justice. Et là, Shang-Chi, est certainement qu'il va rempiler pour la suite, parce que on va pas se mentir. Hein, voilà. C'est bien que ce n'est que le début avec Shang-Chi. On va certainement avoir des liens. Et encore, il y en a eu. Ouais, enfin, bref, mais avec d'autres héros qui vont pouvoir amener plein d'autres choses. Donc, vraiment grosse réussite que ce film. Après, avec les défauts aussi que j'ai pu citer, le fait que c'est quand même assez difficile encore pour l'instant de voir où va cette phase 4, et je pense que le film prendra une autre dimension quand on aura un peu plus avancé dans la phase, quand on aura vu après Les Éternels, quand on aura vu Spider-Man, etc., etc., etc. Là, on saura vraiment comment Shang-Chi se situe sur l'échiquier des personnages de Marvel Studios. Alors, j'ai essayé de rester très en surface, je veux dire de ne pas spoiler. Il y a quand même, comme je vous l'ai dit, la présence de Wong, qui est l'assistant de Doctor Strange. Cette présence-là, elle intervient dans 3 scènes. Mais 3 scènes qui sont capitales pour ce qui va arriver d'ici dans les 2 ou 3 ans qui viennent dans le MCU. Donc, et en plus de ça, enfin dans le MCU ciné, dans le MCU version série. Donc, ce que je vais faire, c'est que la semaine prochaine, je vais sortir une vidéo où ça va forcément spoiler. Où je vais théorie-crafter, je vais vous expliquer comment se passent ces scènes, ce qu'elles veulent dire, comment elles sont liées aux films qui vont arriver, certainement assez rapidement comment elles peuvent être liées à certaines séries, et vous allez voir que ça prend un tour vraiment ouf. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cocher la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos, et n'oubliez pas évidemment de liker, commenter, partager cette vidéo, c'est très important pour le référencement sur YouTube. Et sur ce, je vous dis à très très vite.